Je dis juste mon prénom ou mon nom La façon dont tu as envie que... D'accord. Intertexte, Christine. un podcast animé par Arthur Segar. Merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast où on va parler comme à chaque épisode, de 7 textes choisis à chaque fois par mon invité. Donc selon ce questionnaire, le dernier texte que vous avez trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que vous auriez voulu avoir écrit, un texte à offrir, le texte dans lequel vous aimeriez vivre et une carte blanche à la fin. Donc on va parler de ces 7 textes-là. Et alors pour commencer, il y a une tradition depuis 4 épisodes dans ce podcast qui est de ne pas présenter la personne que j'ai en face de moi pour ne pas l'essentialiser, pour ne pas limiter la perception qu'on peut en avoir. Et donc au lieu de la présenter, ou peut-être en guise de présentation, j'ai préparé un petit jeu de cartes avec des petites phrases, des petites citations sur chacune de ces cartes. Donc si tu as envie de les mélanger, d'en prendre une et de me dire ce que ça t'inspire. Le défi, c'est aussi de me déchiffrer parce que c'est manuscrit. Donc... en plus, c'est long. Alors, cette aventure troublante et ahurissante de la vie me fracasse déjà trop fort. Le simple fait d'être né, d'être là dans son corps, entre deux infinis, de mourir, de penser, regarder, ahurissant. Brigitte Fontaine, portrait de l'artiste en déshabillé de soie. Je suis bien tombée, en fait. Je suis tombée sur une citation avec laquelle je suis tout à fait d'accord, effectivement, troublant et ahurissant. Je partage chaque mot de cette chance d'être né, les deux infinis, l'angoisse aussi, du coup, de ce qui... pas l'angoisse de mourir, mais la difficulté de penser à un monde qu'on ne peut plus penser. Enfin voilà, moi souvent c'est ça quand je pense à la mort. C'est pas la peur de mourir, mais c'est l'impossibilité de penser qu'on ne pensera plus en fait. Donc oui, ahurissant, et puis une chance incroyable. Alors une chance incroyable aussi parce que je suis née là où je suis née et avec tous les avantages que j'ai à la position que j'ai. Donc bien évidemment que c'est ahurissant et c'est troublant et c'est magnifique parce que j'ai aussi toutes les chances d'être à la place où je suis. Mais oui, et puis Brigitte Fontaine... c'est drôle parce que dans les textes que j'ai choisis, il y a beaucoup de textes de chanteuses. Donc c'est un écho qui n'était pas prévu, mais qui est très juste. Et l'artiste en déshabillé de soi, elle met SOIE, mais voilà, ça peut être SOI. Et c'est extrêmement beau et fort. Et je suis bien contente d'être tombée sur cette citation. Bon, c'est super. On commence sous le signe de Brigitte Fontaine et de cette aventure troublante entre deux infinis. C'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau ? Alors, en fait, c'est un livre entier de Camille Redman Prudhomme, qui est une doctorante de l'IFS, où je suis ici pour 2 mois. Et donc l'Institute of French Studies de New York University. Voilà, tout à fait. Et donc, je donne des cours là pour 2 mois. Et Camille, c'est une élève du cours. Et dans le cours, je leur donne des textes à lire et chacune doit faire un exposé. Puis à un moment, Camille, sur un des textes sur lequel elle devait exposer, elle a dit je vais lire un petit texte qui est en écho. Et le texte était magnifique. Mais je n'avais pas compris que c'était elle qui l'avait écrit, en fait. Et donc, c'est une autre élève du cours, une autre doctorante, Anaïs, qui a dit mais c'est de Camille. Et du coup, j'ai demandé à Camille d'avoir son livre. Et puis, pour être très franche, je l'ai pris, je l'ai ouvert en me disant, bon, voilà, je vais lire un livre. Et j'ai été, scotchée, soufflée, dès le premier texte. Alors, ça se présente comme... donc, j'ai pas dit le titre. Donc, le titre, c'est « Quand je ne dis rien, je pense encore ». Et donc, c'est publié, éditeur à Montréal, chez Loi de Cravant. Donc, c'est une poète, en fait, Camille. C'est des petits textes c'est pas de la poésie en prose, parce que c'est plus des pensées, en fait. Voilà, un peu un flux de conscience. Et voilà, j'ai été saisie, cueillie dès le premier texte. Et alors bon, voilà, le livre, il fait une 80 de pages.
Et je m'obligeais à en lire que 2-3 à la fois pour pas... parce que parfois, voilà, on lit... Et puis, à un moment, on a un peu l'esprit qui divague ailleurs. Et je voulais tellement apprécier chaque mot qu'elle avait choisi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le dernier texte ou recueil de textes que j'ai trouvé très, très beau. Et du coup, j'en ai partagé des extraits sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Et je me suis rendu compte que je ne trouvais pas ça beau uniquement parce que c'est une personne du coup que j'ai rencontrée, mais que des gens qui ne la connaissaient pas étaient aussi saisis et cueillis par les textes qu'elle a écrits, quoi, qui sont sur... Voilà, comme je disais, c'est un flux de pensée, c'est ce qu'on ressent quand on est quand on traverse une rue, qu'on voit des gens, qu'on se demande si les gens, qui voit ces gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'on pense, les façades et les masques qu'on compose, c'est vraiment très très beau. Tu veux peut-être faire entendre oui, alors, oui, alors je pourrais tout lire. Ouais. C'est des textes qui sont très courts, hein, mais bon, voilà, il y en avait un que j'avais sélectionné, mais encore une fois, au début, je me suis dit, je vais l'ouvrir au hasard et lire le texte au hasard. Bon, j'ai quand même lire celui-là, puis après, je l'ouvrirai au hasard, si j'ai le choix de textes. Alors, je suis désolée aussi parce que je suis pas lectrice. Enfin, voilà, je me suis pas entraînée pour lire à voix haute. Hein, mais, donc, si c'est mal lu, il faudra aller lire son livre. Donc, j'y vais. J'ai connu des gens que j'ai aimés. J'ai connu des gens que je n'ai vus qu'une seule fois, dans la rue ou dans les files d'attente. J'ai connu des gens à cause de leur métier et d'autres à cause de l'école. J'ai connu des gens que j'aurais aimé revoir et d'autres que j'aurais préféré éviter. J'ai connu des gens qui ne m'ont pas connue. Il y a eu les grands de 6e alors que j'étais en 3e année. Il y a eu cette personne que je croisais dans mon quartier et à l'autre bout de la ville. On aurait cru que nous faisions tout pareil, mais nous ne nous étions même jamais parlé. Il y a eu ces acteurs qu'à force de voir, j'ai eu l'impression de connaître, et ces écrivaines dont les textes m'ont fait croire qu'elles devinaient mon cœur. Donc voilà, j'ai choisi le texte pour l'idée sur les écrivaines, parce que c'est vraiment quelque chose qui me porte aussi. Puis bon, j'ouvre au hasard et j'en lis un autre. J'ai connu des gens qui n'étaient pas des fous, mais qui pouvaient leur ressembler. Quand il y avait autour d'eux un public, ils devenaient spectaculaires, mais en tête-à-tête, ils redevenaient simples. Je ne sais pas s'ils avaient de réelle loyauté, mais ils semblaient aimer l'idée d'être en feu. Certains se prêtaient à toutes sortes de cérémonies qui devenaient autant de superstitions, d'autres explosaient sans cesse, de joie ou de colère. Ils devenaient les gens qui parlent et qu'on écoute. Je les ai regardés comme on regarde spontanément ceux qui brillent. On aurait cru qu'ils en étaient heureux. Donc voilà, c'est plein de textes comme ça, des petits éclats, en fait, des petites scènes, des éclats, et qui montrent tout ce qu'on se raconte, en fait, en permanence quand on vit, en fait. Et voilà, ça boucle, en fait. C'est vrai que ça fait un écho assez intéressant avec le texte de Brigitte Fontaine, un peu le hasard d'être là dans un corps. Et en même temps, ces deux textes-là, c'est assez frappant, cet intérêt pour les gens, pour la rencontre, y compris la rencontre éphémère, hasardeuse au coin d'une rue. Et c'est un thème qui te touche particulièrement? Ah oui. Ah bah oui, alors à la fois, effectivement, alors là, c'est vrai que ces deux textes, bon, le hasard a fait que le deuxième, il est pris dans le même chapitre, parce qu'il y a plusieurs chapitres, il y a plusieurs sections, en fait, dans son livre. Et elle parle aussi du corps, hein, justement. C'est intéressant que tu reparles du corps, parce qu'elle parle aussi de... Voilà, qu'est-ce que c'est que d'avoir ce corps qu'on est EST, avec lequel on est NAIT, et on l'a, et on l'est, et est-ce que c'est nous, est-ce que c'est pas nous, est-ce qu'il correspond à ce qu'on a, etc. Mais elle a aussi, oui, effectivement, tout cet intérêt sur les rencontres, les hasards, et ça, c'est quelque chose que, moi, dans ce que j'essaye de faire, qui est très, très important, une chose importante aussi, quoi, ce petit truc des hasards de la vie et des coïncidences, où à chaque fois, voilà, il peut y avoir des explications très, très rationnelles au hasard et aux coïncidences, mais moi, je travaille beaucoup avec des enquêtes, que ce soit en sociologie ou en littérature, et pour moi, à chaque fois, les coïncidences, c'est des merveilles de l'enquête, c'est des trésors, en fait, et même si on peut les justifier en se disant bah oui, c'est pas des coïncidences, c'est juste que cette fois-ci t'es plus vigilante à ça parce que t'es en train de travailler sur tel ou tel sujet.
moi, je décide de les prendre comme des trésors et comme oui, je disais, des merveilles, des bonheurs d'enquête, des bonheurs d'écriture et des bonheurs de lecture, quoi, du coup. Parce que là aussi, c'est une coïncidence. Enfin, c'est vraiment, c'est parce qu'elle a lu ce texte-là que du coup, je me suis rendu compte que c'est elle qui l'avait écrit et voilà. On rencontre des textes parfois un peu comme des personnes. Ah oui. Et donc pour toi, ça me frappe aussi dans un des textes que tu as lu, cette idée qu'il y a une personne un peu comme moi dans la ville, mais que j'ai jamais rencontrée, et justement aussi cette absence de rencontre. Et donc est-ce que pour toi l'enquête, d'un point de vue sociologique, enfin comme tu fais beaucoup d'enquêtes sociologiques, est-ce que c'est une façon aussi de faire advenir des rencontres dont tu as envie qu'elles adviennent ? Oui. Bah c'est aussi de. Oui, du coup, c'est dans deux sens. C'est à la fois de désingulariser ce qu'on vit en se disant, voilà, il y a d'autres personnes qui, alors pas forcément qui vivent les mêmes choses que soi, parce qu'on n'enquête pas sur soi non plus, mais de rencontrer les êtres humains et de comprendre. Moi, je trouve que la sociologie, pour ça, c'est une discipline c'est incroyable. Cette capacité que ça nous offre à expliquer et comprendre les individus, en fait, et quels qu'ils soient, en fait. Alors, expliquer et comprendre, ça ne veut pas dire pardonner, ça ne veut pas dire excuser. C'est pas une. Enfin, voilà, en France, on a eu des accusations contre la sociologie. Puis bon, c'est assez récurrent en disant culture de l'excuse, etc. C'est pas du tout ça, mais c'est d'aller à la rencontre des raisons d'action des individus et de comprendre. Voilà, qu'est-ce qui peut amener un individu à agir de telle ou telle façon? Mais voilà, contrairement peut-être à la philo ou à d'autres, ou à la psycho ou à d'autres disciplines, bon, peut-être que les philosophes et les psychologues ne seraient pas du tout d'accord avec ce que je dis de leur discipline, mais nous, les raisons qu'on essaye de trouver, elles sont plus sociales en fait que personnelles ou individuelles. Et le deuxième point que je voulais dire sur la rencontre, j'ai oublié. Ah oui, c'est qu'après, justement, après la difficulté, alors là, en plus, moi, sur la dernière enquête que j'ai faite, ça a été très fort, c'est que, oui, on rencontre des individus, enfin des gens, des personnes, et puis on passe du temps avec elles, on fait un entretien, voilà, dans les cas les plus réduits, on fait un entretien qui dure 2 heures, et puis après on va voir une autre personne, et puis parfois on peut vraiment passer du temps avec des personnes, parce que on fait des entretiens répétés, on peut faire des observations, et du coup on passe du temps avec eux, on leur demande parfois leurs lettres, etc. Et puis à un moment, on arrête en fait, et je trouve que sur certaines enquêtes, ça aussi c'est difficile, et c'est des deux côtés, de se dire, ces personnes-là, elles m'ont accordé du temps, je suis rentrée... voilà, dans leur intimité. Et quand je dis intimité, ça ne veut pas dire qu'elles racontent leur vie privée forcément, mais voilà, c'est quelque chose d'accepter de parler pendant 3 heures, 4 heures à quelqu'un, quoi. Et puis à un moment, on ne peut pas garder des liens avec toutes les personnes qu'on rencontre pour les enquêtes. Et parfois, il y a ça aussi. Je trouve que des fois, on n'en parle pas assez. Qu'on apprend à faire ces enquêtes de sociologie ou en littérature, quand il y a des enquêtes en littérature, comment on fait après pour... laisser les gens et puis passer son chemin et continuer ailleurs, quoi. Et comment tu fais, toi? Tu as réussi à trouver la réponse? Non, là, sur la dernière enquête, je continue. Alors, donc, c'est la dernière enquête que j'ai faite. En plus, c'est avec c'est des personnes qui aujourd'hui ont 75, 76 ans, qui ont l'âge d'être ma mère, puisque c'était les copines de ma mère. Et je vois, voilà, là, ça va être Noël, je vais envoyer un message. Quand je retourne dans le Nord, c'est des dames qui sont dans le Nord de la France, je vais aller les voir. Mais voilà, j'ai toujours un peu Puis c'est des personnes qui sont retraitées, et puis moi, j'ai la vie que j'ai, quoi. Et du coup, on n'a pas non plus les mêmes temporalités, et voilà, je culpabilise, quoi, souvent de me dire « mais je devrais plus leur écrire, je devrais plus les remercier de tout ce qu'elles m'ont dit et qui ont permis que je fasse mes bouquins, quoi, tout simplement. » Le texte qui parle le mieux d'amour, pour toi? Alors, du coup, le texte qui parle le mieux d'amour, alors j'ai été très, très embêtée par cette question. Alors, je pense que tu m'aurais posé la question il y a 5-6 ans. Voilà, j'aurais dit plein de romans d'amour, plein de trucs, plein de magnifiques chansons d'amour, etc. Sauf que, depuis quelques années, quand même, on travaille beaucoup sur... le mouvement féministe travaille beaucoup sur la remise en cause de l'amour, des représentations liées à l'amour, et puis notamment dans les cadres hétérosexuels, de qu'est-ce que fait cet amour hétérosexuel aux femmes.
Alors c'est pas, je dis le mouvement féministe depuis quelques années. Voilà, déjà dans les années 70-80 en France, dans le mouvement féministe français. Alors je parle du mouvement féministe français parce que je connais pas bien les autres mouvements féministes des autres pays. Hein, c'est pas pour dire que. Mais voilà, il y avait déjà cette remise en cause de l'amour hétérosexuel en disant, oui, c'est peut-être quand même un moyen d'oppression pour les femmes. Et est-ce que c'est pas une façon déguisée de faire tout le travail domestique et sexuel aux femmes alors, et en plus, elles sont super contentes, quoi. Donc il y avait déjà cette... Et puis là, ça revient vraiment avec, voilà, par exemple, le livre de Mona Chollet, Réinventer l'amour. Il y a eu un podcast de Victoire Tuaillon aussi, Le cœur sur la table, et puis elle a fait un bouquin. Voilà, ça arrive de plein d'endroits, quoi. Et du coup, j'étais bien embêtée parce que je me suis dit, mais oups, tout ça s'écroule. Enfin voilà, tous mes romans que j'avais adorés, etc., ou bien tous ces livres écrits, alors quand je veux dire écrits par des hommes, il ne s'agit pas de dire que quand c'est écrit par des femmes, ça serait forcément mieux par juste l'opération de l'écriture féminine, hein, loin de là, loin de moi cette idée-là, mais quand même. Et du coup, voilà, je me suis dit, en fait, alors moi j'aurais 2 textes en fait qui, pour moi, parlent en ce moment. Voilà, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, ça ne sera pas encore ces mêmes-là. Mais c'est 2 chansons, en fait. Donc, voilà, je ne sais pas, du coup, la place des chansons, je ne vais pas chanter. C'est... Dommage. Ouais, non, mais peut-être on peut les mettre sur le... la première chanson, c'est une chanson qui vient de La La Land. Mais alors, c'est pas du tout la chanson où ils sont tous les deux, etc. C'est la chanson que chante Mia dans l'audition, où elle fait une audition et puis elle va parler de sa tante. Et donc, je vais me hasarder à dire le titre... en anglais, il ne faudra pas se moquer. C'est The Fools Who Dream. Et elle raconte, en fait, voilà, toute la chanson, c'est une ode voilà, aux fous qui rêvent, quoi. Enfin, aux personnes un petit peu décalées et puis qui... Elle raconte que sa tante, elle s'était jetée dans la Seine et puis qu'elle a eu... C'est pas pour la littérarité du texte, en fait. Hein, et après, je mettrai une autre chanson en parallèle. Mais voilà, en fait, que sa tante, elle était à côté des clous. Et voilà, dans le refrain, c'est... voilà, ce sont ceux qui rêvent, même s'ils paraissent fous, là où les cœurs font mal, voilà, tout ce que ça peut déplacer et voilà, les gens un petit peu à côté de la plaque, en fait. Et cette chanson-là, pour moi, c'est une des plus belles chansons. Puis La La Land, c'est intéressant quand même, parce que comme film aussi, où tous les deux, effectivement, au début, ça commence comme c'est une comédie musicale, il y a plein de références et tout, et puis ils sont amoureux tous les deux. Et puis finalement, ce qui est important, c'est qu'ils poursuivent tous les deux leurs rêves, quoi. Et que finalement, c'est au détriment de... Ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Leur rêve de succès. Enfin, je suppose parce que j'ai pas vu le film. Malheureux. Malheureux, il faut absolument le voir. Mais moi, je suis une fan des comédies musicales, hein, donc c'est aussi pour ça. Oui, en fait, elle veut être actrice, lui, il veut avoir un club de jazz. Et puis, à un moment, elle fait cette audition et elle a cette opportunité de partir à Paris, patati patata, et elle y va, en fait. Et le fait qu'elle y aille, ça fout leur couple par terre parce que, quand je dis ça, même la façon dont je le dis, c'est faux. Lui, il décide de rester parce que lui, il veut faire son club de jazz, et elle décide d'aller à Paris parce qu'elle veut être actrice, en fait. Et bon, moi, à la fin du film, j'ai pleuré parce qu'ils se séparent, etc. Enfin, le couple. Et puis en même temps, so what, quoi. Enfin, voilà, peut-être qu'un texte d'amour, c'est pas que l'amour pour une autre personne et que ça peut être pour un art et que ça peut être pour des amis. Enfin, voilà, donc toute cette relecture féministe, on dit, voilà, par exemple, une personne qui se sépare, elle a pas encore refait sa vie. Et maintenant, on dit, oui, mais attends, si j'ai des amis, si j'ai des copines, si j'ai des copains, est-ce que ça veut dire que je suis seule ? Est-ce que la solitude, c'est ne pas avoir de partenaire, en fait ? Est-ce que, voilà, il y a une vie, elle peut être riche de plein de choses, quoi, en fait. Donc, à la fois, La La Land, je trouve que c'est vraiment intéressant pour réfléchir là-dessus. Et pourquoi, néanmoins, on pleure quand même à la fin, alors que... Oui, parce que c'est pas une happy end, quoi. Alors, elle ne sacrifie pas sa carrière pour l'amour, mais est-ce que c'est présenté comme une fin triste, quand même ? Alors, si tu veux, la fin, ce qui fait pleurer... Bon, je vais spoiler, je suis désolée. Mais tu iras quand même le voir. J'irai quand même le voir. Voilà.
C'est que elle a vécu sa vie, enfin elle a vécu sa vie, elle revient, donc c'est à Hollywood, je pense, enfin voilà, à Los Angeles, avec son mari, la personne qu'elle a, avec qui elle est, et puis un enfant. Et puis à un moment, ils se promènent dans les rues, elle entend une musique de jazz, elle pousse la porte, donc elle est avec son mari, et c'est son amoureux d'avant, voilà, ouais, bon, quand même. Et en fait, elle le regarde et elle voit défiler toute l'histoire si elle était restée avec lui, en fait. Et donc, voilà, tout ce qu'elle a vécu, si elle avait fait l'autre choix, tout ce qu'elle aurait vécu, pardon, si elle avait fait l'autre choix qui était de rester ou bien si lui était venu, en fait. Donc, il y a aussi un enfant, mais c'est pas le même enfant. Et lui, il voit qu'elle est là, il se regarde, il se sourit, et puis le mari dit, tu veux encore rester? Puis elle dit, non, et puis elle part. Et là, même de le raconter, j'ai envie de pleurer, quoi. Et c'est marrant, parce qu'on se raconte en disant, non, mais ils vont se retrouver quand même, etc. Mais je me dis, c'est intéressant de faire cette fin-là, qu'elle fasse pleurer, alors que c'est pas malheureux. Enfin, elle a fait le choix, et puis elle dit, non, c'est bon, on s'en va. Enfin, voilà. Et puis lui, il continue à jouer, il est dans sa musique, il la regarde, il a vu qu'elle était là, et ils sourient tous les deux. Et donc, je trouve ça intéressant, voilà, comme remise en question de ce schéma, mais qui marche quand même, parce qu'à la fin, on pleure, quoi. Voilà. Et du coup, cette chanson-là, en fait, elle m'évoque aussi une autre chanson qui est vraiment sur la même idée, qui est Les gens qui doutent d'Anne Sylvestre, en fait. Et pour moi, c'est pareil, voilà. Là, je vais pouvoir lire c'est pas en anglais. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent, leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent, moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. Et tout continue comme ça, voilà. J'aime ceux qui paniquent, j'aime ceux qui sont pas logiques. Toute la chanson, c'est les gens qui n'osent pas, les gens sans oriflamme, les daltoniens de l'âme. Enfin, voilà, on pourrait lire toute la chanson, mais voilà, la fin, c'est très beau, hein, Elle dit j'aime les gens qui doutent et voudrais qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Et voilà, voilà, c'est ça pour moi. C'est aussi un peu l'idée que finalement c'est pas tout, voilà, le sexe, l'amour et tout, c'est pas l'absolu de l'existence humaine et que tant pis pour vos fesses, voilà, qui ont fait ce qu'elles ont pu. Et au final, on est. Merci pour la tendresse, quoi. Ouais. Mais c'est ça, et c'est pour ça que moi ces deux chansons. Voilà, c'est mes deux chansons, c'est parmi mes deux chansons préférées du monde, quoi, en fait, parce que ça, enfin, pour moi, c'est ça, en fait, c'est de se dire, c'est ça, moi, les gens que j'aime. Enfin, après, voilà, il y a plein de gens que j'aime dans ma vie de façon très classique, mais pour moi, ces textes, voilà, la question, les plus beaux textes d'amour. Pour moi, c'est ça, parce que pour moi, ça, c'est de l'amour où il n'y a pas de domination, en fait. Voilà, c'est de l'amour qui est où il n'y a pas de domination, il n'y a pas de jalousie, il y a pas, il y a de la main tendue et puis oui, c'est pas que du sexe, c'est pas que des demandes voilà, si je reviens à La La Land, c'est toi ou moi, non, enfin voilà, et qu'on peut exister en dehors d'une autre personne. Et peut-être que c'est ça l'amour, c'est que l'autre permette, l'autre ou les autres, hein, dans toutes ces relations possibles, permettre qu'on soit, qu'on vive, quoi, qu'on s'épanouisse, qu'on existe, et voilà. Un texte qui provoque la réflexion. Ah oui. Alors ça aussi, forcément, vu que mon métier c'est de lire des essais, il y en a beaucoup. Mais voilà, je me suis dit, qu'est-ce qui me fait vraiment réfléchir? Bon, voilà, il y a tous ces livres dont j'ai parlé juste avant, là, ces essais sur l'amour, les émotions, etc., qui m'interrogent beaucoup. Mais du coup, je me suis dit, c'est les collages féministes, en fait. Donc, c'est ces collages, voilà, je sais pas s'il y en a partout, mais en France, où sur les murs, la nuit, on a des personnes qui vont coller des phrases. Et donc, il y a une lettre par feuille A4, et puis
ces personnes, collent des slogans pour dénoncer la situation des femmes. Là, les derniers, c'est notamment à propos les derniers que j'ai vus en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est à propos des accusations contre Patrick Poivre d'Arvor et puis Nicolas Hulot, je ne sais pas s'il y en a déjà eu des collages, mais avec cette idée, quand il y a eu une première vague de témoignages arguant de ces actes, il a néanmoins été reçu sur des plateaux de télévision qui lui ont bien laissé la place de dire que non, voyons, est-ce que embrasser dans le cou quelqu'un, ça devait être considéré comme une agression, etc. Un des arguments, c'est de dire, oui, mais ces personnes témoignent de façon anonyme, donc comment on peut savoir, etc. Et puis là, il y a eu des femmes qui ont eu le courage incroyable de prendre la parole à visage découvert et de témoigner à visage découvert. Et du coup, les derniers collages que j'ai vus sur les réseaux sociaux, c'était on vous croit, voilà, on vous croit. Donc il y avait tous les prénoms, Stéphanie, Hélène, etc. On vous croit. Et donc ces collages, ça fait plusieurs années, ça doit faire 2-3, je vais peut-être me tromper, sans doute me tromper dans la périodicité que je dis, mais ça fait quelques années qu'on les voit fleurir. Et puis elles ont du courage, les colleuses elles-mêmes, parce que c'est interdit en fait de coller sur les murs. Donc elles encourent des vrais, des amendes, etc. Et puis aussi un peu les jugements. Oui, mais quand même, elles sont un peu trop radicales, c'est féministe, ces jeunes personnes, etc. Et moi non, je trouve que au contraire, quand vous parcourez l'espace public et qu'on voit ces messages, il y a un côté de se dire mais oui, bravo quoi, bravo, merci, et puis ouais, bravo, vraiment moi je suis admirative quoi, et je me dis c'est voilà, effectivement par rapport à des slogans qu'il y a pu y avoir dans les mouvements féministes précédents, alors qui allaient plus, qui utilisaient l'art, qui utilisaient l'humour, voilà, je pense à un homme sans femme, une femme sans homme, pardon, une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette, c'est rigolo, ou bien, c'était super, quand je dis c'est rigolo, c'est pas pour déprécier, ou bien il est à plus inconnu que le soldat inconnu, c'est sa femme. Mais là, je me dis, elles vont presque encore plus loin parce qu'il n'y a pas d'humour, quoi. C'est se dire, on arrête de rigoler, quoi. Il n'y a plus à rigoler. Il y a plus à rigoler. Et quand je dis que c'est pour ça que ça me fait réfléchir, ça me fait réfléchir sur ça aussi. C'est que oui, peut-être qu'on est à un moment où faut arrêter de penser que si on n'est pas radical, et quand je dis on, je me mets pas dans l'eau parce qu'elles ont beaucoup plus de courage que moi dans cette radicalité-là, et que si on n'est pas radical, ça n'avancera pas en fait, et que peut-être que l'humour, oui, c'était bien pour pas faire peur en fait, pour dire n'ayez pas peur de nous, mais à un moment, ça suffit, quoi. Et je trouve que voilà, c'est ces collages-là qu'on découvre le matin quand on se lève et encore une fois, qu'on arpente les rues de l'espace public, dont on sait combien elles sont hostiles aux femmes aussi, ou aux femmes ou aux hommes qui ne sont pas dans la norme de la masculinité hégémonique. C'est tout ce système de domination masculine qui est extrêmement pesant. Pour tous les gens qui échappent en fait à cette bonne vieille domination, virilité hégémonique, etc. Quand je dis bonne vieille, elle n'est pas bonne, mais elle est très vieille en revanche. Et je me dis, de mettre ces choses-là dans ces rues, alors qu'elles n'ont pas le droit, c'est aussi se réapproprier cet espace public dont on les exclut, et cette exclusion qui peut avoir des formes très violente, quoi. Donc, si quand vous dites que vous avez été violée, on vous dit ah ouais, mais attends, est-ce que c'est vraiment un viol? Oui, mais attends, est-ce que t'avais pas mis une jupe? Ah oui, mais d'accord, mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Oui, mais d'accord, si t'es montée dans sa chambre d'hôtel, tu savais bien que. On voit comment c'est dur, quoi, de parler, en fait. Donc, du coup, voilà, je trouve que ces collages féministes-là, pour moi, ils me font vraiment réfléchir, et pas seulement, encore une fois, sur le message qu'elles donnent, ou que ces personnes donnent, ou que les collages donnent, mais sur pourquoi à un moment, il faut agir comme ça, quoi, en fait. Pourquoi à un moment, il faut arrêter les fioritures, et puis aller juste coller des affiches A4 que peintes à la main, j'ai vu ma fille en faire, donc peintes à la main et collées sur les murs pour qu'on soit un peu entendu, quoi, pour qu'elles soient un peu entendues. Donc c'est une façon d'imposer certains mots dans l'espace public. Enfin, je me souviens, il y a quelques années, je crois quand il y avait des débats autour du terme féminicide, qui est beaucoup plus accepté en fait aujourd'hui qu'il y a quelques années.
il y avait des collages. Il me semble qu'il y avait des collages où il y avait même marqué seulement féminicide, seulement ce mot-là, pour le mettre dans l'espace public. Oui, tu as raison, tu as tout à fait raison. C'est que c'est à la fois avoir une voix et puis imposer, affirmer, on ne va pas dire imposer, parce que imposer, ce n'est pas les espaces les plus majoritaires, mais oui, assumer et rendre, oui, tout à fait, et rendre visible les mots qu'il faut employer. Oui, c'est vrai, tu as raison sur féminicide et comme quoi ça marche en fait, hein, parce qu'aujourd'hui, féminicide, ça a fait pousser des hauts cris, comme autrice, ça a fait pousser des hauts cris, et maintenant, autrice, voilà, j'ai l'impression qu'à part les... je vais pas dire de terme, mais à part des gens qui vraiment seraient assez conservateurs ou assez réactionnaires, bon, c'est que ça passe quand même maintenant, autrice, quoi. C'est pas et féminicide, pareil, on voit que c'est passé dans le langage courant, quoi. Donc voilà, c'est aussi habituer les gens à le voir, à l'entendre, et puis ça rentre, quoi, tout simplement. Un texte que tu aurais voulu avoir écrit? Oui, alors c'est encore une chanson. Alors attends, c'est une chanson de Clara Isé. Et donc Clara Isé, c'est une autrice, alors à la fois de chansons, mais elle n'a pas, en fait, on les trouve sur Internet. Je pense que là, elle va bientôt sortir un premier album. Et elle est autrice d'un premier roman aussi, qui s'appelle Mise à feu. Et en fait, Clara Isé, c'est la fille de Anne Dufourmentel, qui était la philosophe qui s'est noyée en fait, en sauvant des enfants. C'était il y a quelques années, et c'était pendant l'été, et puis elle a voulu sauver des enfants voilà, qui étaient en danger, et en fait, en voulant les sauver, elle s'est noyée. Et Anne Dufourmentel, c'était une philosophe que je ne connaissais pas spécialement, hormis certains titres que j'avais vus passer, mais qui avait beaucoup travaillé justement sur le courage, et puis sur la douceur, voilà, éloge de la douceur, etc. Et donc Clara Isé, elle a fait une chanson qui s'appelle « Le monde s'est dédoublé ». Et moi, je trouve cette chanson magnifique, magnifique. Peut-être j'explique d'abord pourquoi j'aurais aimé l'écrire. Et puis, c'est qu'en fait, tout est métaphorisé, en fait. Donc, elle explique à la fois la perte. Donc elle était jeune fille, hein, quand elle n'est pas vieille, hein, Clara Isé. Donc voilà, c'était une jeune femme quand elle a perdu sa mère. Et donc elle raconte cette perte terrible et comment on remonte en fait. Voilà, comment on remonte et comment on se reconstruit. Donc je vais lire. Alors voilà, désolée, hein, parce que voilà, après j'essaierai de passer quand même un petit extrait parce que c'est trop beau. Elle a une voix qui est magnifique, quoi. Donc, elle dit « Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur. J'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde, derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui, lui, vient toujours en ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté. L'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. C'est cette idée que oui, à un moment le monde se dédouble et dans le clip qu'elle fait de la chanson, elle se noie en fait. Voilà, il y a tout un truc où voilà, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des douleurs et des pertes absolues et impensable comme ça, voilà, sa mère qui se noie parce qu'elle va sauver des enfants et toi t'es l'enfant et tu restes toute seule, quoi. Et puis voilà, ce truc, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami, prends patience. Et cette idée de décider qu'il y a la joie quand même. Et son roman Mise à feu, c'est ça aussi en fait. Mais tout est métaphorisé en fait. C'est pas. Je pense que elle aurait pu, vu le talent d'écriture qu'elle a et puis peut-être aussi la position qu'elle a, quoi. Sans doute écrire un témoignage sur ce que ça fait d'avoir perdu sa mère, qui était philosophe, qui était reconnue, qui était etc. Et en fait, elle en fait elle-même de l'art, en fait. Voilà, soit par ses chansons, soit par son livre. Voilà, il y a cette transformation de quelque chose de très douloureux en quelque chose de beau, en fait. Et c'est du coup, en t'en parlant, je me dis, ça me fait vraiment penser aussi à une phrase qui, moi, m'avait beaucoup aidée aussi dans ce que j'avais fait.
qui est une phrase d'une danseuse. C'est une danseuse qui a perdu ses deux enfants. Ah voilà, Isadora Duncan. Bon, en plus, qui avant d'avoir sa mort terrible, étranglée par son écharpe dans une. Enfin voilà, elle conduisait et puis son écharpe s'est envolée, s'est prise dans les roues, et elle est morte étranglée. Et avant ça, elle avait vécu quelque chose qui était terrible. Enfin voilà, qui peut paraître le pire de ce qui peut arriver. Enfin. Ses deux enfants étaient partis, avec la nourrice était partie promener les enfants, et puis le cocher, bon, je vais peut-être pas dire les bons termes, n'a pas mis le frein. Donc bon, un cocher ne met pas un frein, mais bref, le chauffeur de la voiture, il y a eu un problème de véhicule, on va dire ça comme ça, et la voiture est tombée dans la Seine et les enfants sont morts. Et après, elle a fait tout un ballet, Isadora Duncan, qui est magnifique et qui était autour de voilà, la perte de ses enfants. Et comment tu fais pour t'en remettre et continuer. Et elle a une phrase qui est voilà, j'aurais voulu faire de cet horrible accident quelque chose de beau. Je voulais transformer cet horrible accident en beauté. Et donc elle écrit ça dans son autobiographie, là, dans son journal Ma vie, qui est magnifique, quoi. Et donc c'est ça. Alors en même temps, c'est pas voilà, faut pas tomber dans l'injonction à la résilience, genre oui, on va être résilient et puis tout va bien se passer. C'est pas ça du tout que je veux dire en fait. Hein, mais voilà, ce que j'aurais voulu avoir écrit, c'est cette chanson de Clara Isé, c'est ce ballet de Isadora Duncan. Voilà, parce que la danse, c'est aussi de l'écriture de l'espace en mouvement, quoi. Voilà, et de ce que ça témoigne de, comme elle dit, Isadora Duncan, de transformation de la mort, de l'accident, de l'horreur, en quelque chose de beau. Et quelque chose qui peut aider aussi, voilà, transformer ça en quelque chose de beau. Alors une chanson, un livre, un ballet, et puis se dire, voilà, elles le transmettent à d'autres en fait. Ouais, transformer la perte en beauté. Oui. Et bon, du coup, toi, tu as une pratique d'écriture. Est-ce que c'est quelque chose qui est au cœur de ta pratique d'écriture, cette espèce de oui. que tu cherches? Oui, moi, de toute façon, si je suis allée vers des textes comme ça, c'est parce que ça m'a aidé à faire le travail que j'ai fait, quoi. Donc, qui était aussi de chercher une absente de ma biographie, donc qui était ma mère. Et d'essayer d'en faire à la fois une enquête de sociologie et puis un livre de littérature. Mais alors moi, je prends la métaphore de la dentelle, en fait, en disant, c'est alors aussi parce que je viens du Nord, dans le Nord de la France, il y a toute une tradition de dentelière, etc. Mais de dire qu'à un moment, tu fais de la dentelle avec ce que tu as, et puis les trous, et puis que la dentelle, c'est joli, en fait. Enfin, joli, ça fait un petit peu terme, mais que la dentelle, c'est beau, c'est fin, et ça masque pas les trous. Et quand je disais tout à l'heure, pas tomber dans l'injonction à la résilience, on voit bien comment la résilience, ça peut devenir, je viens de dire le mot, une injonction, et puis bon, allez, tu vas t'en remettre, il faut être résilient. Non, il ne faut pas être résilient. Enfin, quand je parle de Clara Isé ou d'Isadora Duncan, voilà, bien évidemment que des personnes qui ne se remettent pas d'une perte, il n'y a aucun, jugement, ni c'est pas à dire, ils avaient qu'à faire une chanson, ils avaient qu'à faire un ballet, quoi. Bien sûr que non, mais je suis admirative admirative, c'est pas le bon mot non plus, mais voilà, si comme individu et non pas en tant que donneuse de leçons, je suis admirative de ce travail de broderie, de transmutation que ces artistes-là ont fait et que l'art permet, quoi, tout simplement. Ouais, n'ayons pas honte d'admirer. Ouais, voilà. Oui, mais après, tu vois, c'est pour pas dire que les personnes qui le feraient pas seraient pas dignes d'admiration, alors que voilà, tu vois. Ouais. C'est parce que j'ai tellement peur des transformations. La résilience, on voit comment dans les entreprises, par exemple. Voilà, nous, dans le développement personnel, ça devient l'injonction, quoi. Après, ce qui t'arrive une galère, tu devrais être content parce que ça te permet d'augmenter ton capital émotionnel et tes compétences émotionnelles et ton intelligence émotionnelle parce que tu vas être résilient. Non, quoi. Voilà, donc c'était juste pour ça. Est-ce que c'est aussi le rôle de l'écriture, peut-être, ou de l'art de saisir la catastrophe au sens, justement, où elle n'est pas réduite dans un discours managérial et de résilience et on la transforme en quelque chose de... Enfin, l'art, peut-être, ça permet aussi de faire ça, de mesurer
Bah oui, c'est ça. Je pense, du coup, j'ai un autre exemple qui me vient en tête, toujours dans cette famille. Pour moi, c'est des familles. En fait, on se crée des familles. Tout à l'heure, dans le texte de Camille que je lisais, il y avait ces écrivaines qui permettent, je sais plus quelle expression, qui sont comme des grandes sœurs. Et moi, maintenant, je me dis, j'ai mes grandes sœurs et mes petites sœurs en fantôme, en fait. Et il y en a une autre, c'est Sarah Chiche, qui est une écrivaine française et qui a fait un livre qui s'appelle Les Enténébrés sur la disparition une histoire liée dans sa famille, disparition de sa mère, etc. Et puis Saturne, l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, sur son père, en fait. Et quand je dis sur sa mère, sur son père, c'est même pas ça qui est important, en fait. C'est ce qu'elle en fait à partir de ses lectures, à partir de tableaux. Et c'est ça aussi, c'est comment tout ça je reviendrai là-dessus aussi, parce que je me dis, c'est vraiment ça qui compte maintenant pour moi. Et ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure sur les textes d'amour, où maintenant, pour moi, de plus en plus, c'est les échanges, les liens, les rencontres, etc. Et Sarah Chiche, ces 2 livres, pour moi, c'est mes familles imaginaires, quoi. Isadora Duncan, Clara Isé, Sarah Chiche, puis bon, il y en a beaucoup d'autres, mais oui, c'est la famille des petites sœurs des fantômes, quoi. Mais en même temps, qui sont pas réduites au silence par ça, ni écrasées par le poids de tout ça, mais qui se relèvent, en fait, et qui toutes les 3, Isadora Duncan, quand elle dit « je voudrais en faire de la beauté », Clara Isé, là, dans le texte de la chanson, quand elle dit la joie est pas loin, quoi. Et Sarah Chiche, c'est pareil, elle dit il y a un moment, on fait le choix. Voilà, il y a le choix de la joie, il y a le choix... c'est pas du bonheur, mais c'est le choix de la joie, de ce que ça porte et de ce que ça permet de raccommoder en laissant les trous quand même et en laissant les vides quand même. Et du coup, ça me fait aussi penser à beaucoup d'autres textes, oui. mais là, je viens de finir le dernier bouquin de Delphine Orviller, où oui. elle parle je l'ai lu parle de ça, de son activité de rabbin et d'accompagner les familles dans le deuil. Ouais. Et elle utilise beaucoup cette métaphore de la couture, du raccommodage, de comment est-ce qu'on retisse quelque chose qui a été un moment déchiré ou brisé. Oui, mais c'est vrai, je l'avais lu ce livre-là aussi il y a quelques mois et ça me fait penser à un autre livre que j'ai lu aussi très récemment, qui est le livre écrit par Marie Richeux, qui s'appelle Sage-femme. Et donc là aussi, elle raconte il y a tout elle cherche des figures de femmes et puis en même temps, il y a tout un truc autour de la couture, de la broderie et voilà, et texte et tissu, c'est lié, quoi. Il y a ce truc-là d'étymologie. Et puis peut-être là aussi du coup là aussi c'est toujours un petit peu glissant, de récupérer des choses qui ont été imposées en se disant tout à l'heure je parlais de la dentelle, la couture, le tissage, le filage. Alors, je dis c'est un peu glissant parce qu'on voit bien comment on peut vite cantonner l'art des femmes à l'art domestique et puis donc c'est pas du tout, encore une fois, c'est pas ce que je veux dire du tout, mais il y a cette métaphore filée qui est encore avec un fil, mais oui, je pense vraiment. Le raccommodage plutôt que la résilience. Ouais, c'est ça, la dentelle plutôt même que peut-être même faire de la dentelle plutôt que du raccommodage et parce qu'encore une fois, on laisse les trous, quoi. On laisse les trous et c'est pas dire que... C'est pas annuler la perte, c'est pas se dire ce qui nous tue pas nous rend plus fort, etc. Non. Ouais, c'est justement accepter le vide, accepter le trou, la perte qui nous constitue. En fait. Voilà, c'est vraiment intéressant que tu dises ça, ce fameux proverbe, là, ce qui nous rend plus fort. Pour moi, c'est ça le truc, l'injonction à la résilience. C'est, oui, allez, presque, allez... tu devrais être content qu'il vienne de t'arriver cette galère-là parce que tu vas voir comment... Ça va t'inspirer à écrire des trucs. Et puis tu vas être... tu vas émotionnellement, tu vas derrière le nuage, la lumière. C'est pas ça en fait. Mais c'est vraiment effectivement accepter les béances et puis faire le choix de la joie. Enfin, je trouve que vraiment c'est quelque chose qui est important, quoi. Un texte à offrir. Alors ça, j'ai pas hésité du tout pour le coup. Et moi, j'offrirais, donc je pense que je vais d'ailleurs l'offrir beaucoup à Noël, Les femmes sont aussi du voyage de Lucie Azéma, qui est paru chez Flammarion, là, pareil, ça doit être l'année dernière. Du coup, c'est intéressant parce que comme je ne suis pas chez moi, comme je suis pas, je suis prof invité à New York, donc je ne suis pas chez moi, près de Lyon, j'ai pas ma bibliothèque. Et du coup, au début, quand tu m'as proposé ce podcast, j'étais à la fois un petit peu, je me suis dit, bah ouais, mais j'ai pas mes livres, je vais pas du tout avoir d'idées parce que j'aurais été chez moi, je serais allée fouiller dans ma bibliothèque. Ah, bah tiens, ce livre, ah, bah ce livre.
Et puis en fait, c'était hyper intéressant de se prêter à cet exercice-là parce que j'ai vu ce qui arrivait en fait. Enfin voilà, et donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est beaucoup de livres récents parce que c'est des choses qui m'ont marqué ces derniers temps. Mais du coup, voilà, ça me fait plaisir de parler des choses très récentes que j'ai lues. Et aussi, ce qui moi, ça me fait plaisir, c'est que c'est pas seulement des livres, justement, c'est aussi des collages, c'est aussi des chansons, c'est aussi une chanson dans un film. Enfin voilà, c'est le texte au-delà du livre. Ah bah pour moi, c'est vraiment comme ça que je vis. Enfin, j'allais dire que je travaille, que j'écris, mais que je vis, quoi. Et moi, même mes étudiants et étudiantes, enfin, même pour leur recherche, je leur dis, faut faire feu de tout bois. Et quand je dis faire feu de tout bois, c'est vraiment s'alimenter vraiment de tout ça. Et donc, Lucie Azéma, donc je l'ai lu avant de partir. Je crois que je l'ai lu cet été. Et c'est un livre super, alors qui se lit super bien parce que c'est plein d'anecdotes géniales. Où elle explique, donc elle, c'est une très grande voyageuse, pas du tout comme moi, donc elle part tout le temps seule, à l'autre bout du monde, avec son sac à dos, tac, tac. Et donc, son livre, il est en plusieurs parties. Elle raconte d'abord à partir de journaux de voyageuses, mais aussi de journaux de voyageurs, de romans, etc., la difficulté d'accorder la liberté de voyage aux femmes en fait et comment en fait par exemple dans l'histoire là comme j'ai pas le livre sous la main je vais être très vague mais du coup c'est pour que les gens aillent le lire. Une femme seule qui se présente pour avoir une chambre d'hôtel, c'est une prostituée et puis on manque de l'envoyer en prison ou bien tous les témoignages des voyageurs c'est de dire que les femmes ne sont que les proies elle parle de Pierre Loti à un moment et voilà, elle relit les écrits de Pierre Loti. On se dit ah mon Dieu quoi, qui lui à chaque endroit où il va, il trouve une femme sur place et ça devient sa chose. Et pour lui tant mieux si elle ne parle pas la langue parce qu'au moins elle n'a pas à parler quoi. Et donc elle retourne tout ça au contraire en mettant en avant des biographies de voyageuses. Et puis elle dit ensuite tout ce que ça permet en fait le voyage. Donc elle connaît en plus plusieurs langues, donc elle fait des voilà, puis je suis son compte Twitter, donc là on pourrait rajouter dans les textes les comptes Twitter, mais son compte Twitter, abonnez-vous, il est trop bien parce qu'elle montre dans une langue, par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, il faudrait prendre un exemple, mais savez-vous qu'en turc, et puis elle dit le mal du pays se traduit littérairement par, et puis elle dit tac tac, et souvent c'est hyper métaphorique. Et c'est tellement imagé, et dans son livre, elle en parle de ça, de comment la connaissance des langues permet aussi de voyager dans des images différentes, de comprendre des systèmes de pensée différents, et c'est magnifique en fait. Et donc voilà, donc si j'avais un livre à offrir, je l'offrirais celui-là, aux garçons comme aux filles, voilà, c'est pas juste aux filles pour leur dire allez-y les filles. Et puis je dis ça d'autant plus que, voilà, moi là je suis 2 mois à New York, c'est une des premières fois où je pars longtemps et au début toute seule et puis après il y a ma fille qui m'a rejointe et je me rends compte de la chance que c'est en fait et je me dis mais pourquoi je l'ai pas fait avant et pourquoi je l'ai pas fait avant parce que j'ai eu peur parce que je me disais ouais mais quand même je vais pas laisser mon amoureux, je vais pas laisser mes enfants, je vais pas laisser mon chat, enfin bon j'exagère un peu mais pas tant que ça en fait et je me dis, mais mince, mais j'aurais dû, quoi. Enfin, c'est tellement bien, tellement bien. Et puis là, d'avoir fait l'expérience de partir toute seule ici, bon, c'est New York, hein, c'est pas le fin fond d'une contrée. Donc voilà, c'est vraiment pour dire que je viens de loin, quoi. Mais c'est, par rapport à la France, c'est quand même un changement de... C'est gentil de dire ça. C'est gentil de me rassurer. Vrai, voilà. Mais non, mais je veux dire, voilà, c'est pas la ville la plus hostile. Ça peut être un peu violent, quoi, comme transition, si on n'est pas préparé. Voilà, ouais. Mais en même temps, France, tu vois, c'est assez facile de s'y retrouver, de s'y repérer. Mais j'ai vu la satisfaction morale que j'ai, même à me dire... telle rue, oui, je vois où c'est, oui, je pourrais y aller, à me débrouiller toute seule dans le métro. Enfin, on a l'impression que j'ai 10 ans quand je raconte ça, mais... Le métro new-yorkais, c'est admirable de s'y repérer au bout de mois. Ouais. Ah c'est gentil. Mais voilà, je mesure l'effet émancipateur que c'est de partir, en fait. Quand bien même, encore une fois, c'est dans des conditions... Voilà, je suis arrivée, j'avais un appartement, j'avais pas mon sac à dos, je me demande pas avec quoi... où je vais dormir ce soir, ni avec quoi je vais manger, etc. Mais ne serait-ce que ça, le déplacement que ça induit. Enfin, voilà, encore une fois, j'ai l'impression d'être une petite fille de 10 ans qui parle à des gens qui ont sans doute beaucoup plus voyagé que moi. Mais c'est pour ça que ce livre-là, pour moi, encore une fois, voilà, je l'offrirais pour ça.
à la fois parce il se lit de façon... il est génial avec tous les exemples quoi, et d'aventurières qu'on connaît, puis d'autres qu'on connaît moins, et puis ce qu'elles ont vécu. Et puis Oui, je la connais pas. Enfin, franchement, je la connais pas, Lucia Azéma, mais elle donne trop envie de la rencontrer pour le coup, parce qu'elle a l'air d'avoir cette connaissance, cette curiosité des langues, cet amour profond du déplacement, en fait, et qu'il soit linguistique ou qu'il soit culturel, géographique, etc. Donc voilà. Un texte dans lequel tu aimerais vivre? Alors là aussi, étonnamment, j'ai pas du tout. J'ai réfléchi quoi un petit peu, mais j'ai pas eu de mal en fait. Et après, c'est peut-être plus compliqué de l'expliquer. Donc le texte dans lequel j'aimerais vivre, c'est ce livre que je suis en train de lire de Deborah Levy. Alors comme je suis quand même à New York, je me suis dit je vais faire un effort, je vais lire en anglais. Et donc en anglais, c'est Real Estate. Je ne sais pas si c'est le bon accent. Et donc, il vient d'être traduit en français, c'est État des lieux. Et donc, c'est le 3e tome de son autobiographie. Et en fait, donc elle écrit, elle a 59 ans. Et puis, elle a sa plus jeune fille qui va bientôt quitter son appartement. Et en fait, tout le livre, c'est... elle a une maison imaginaire, en fait, qu'elle porte avec elle. En vérité, elle habite dans un appart londonien bondé d'affaires parce qu'elle ne cesse d'acheter des trucs pour les mettre dans sa maison imaginaire. Et en fait, c'est toutes ces rêveries autour de cette maison imaginaire. En même temps, sa vie très ancrée dans sa vie londonienne d'écrivaine, avec ses enfants qui partent, qu'est-ce que c'est qu'être une femme de 59 ans. Et puis, elle a des cabanes d'écriture, parce que dans son appart, elle n'a pas la place pour écrire. Et donc, elle loue 2 cabanes d'écriture. Il y a une cabane d'écriture dans la maison d'une vieille dame qui s'appelle Célia, mais finalement, elle doit prendre une autre cabane d'écriture parce que Célia va vendre sa maison parce qu'elle est très, très âgée. Et donc, il y a aussi ces 2 petites cabanes d'écriture qui sont un peu la Virginia Woolf, quoi, les pièces à soi. Et ce texte, il est hyper doux. C'est pas tant vivre dans le texte pour vivre dans les petites cabanes d'écriture, même si elles font hyper envie, ces petites cabanes d'écriture, où elle raconte que dans la 2e maison, la personne, le propriétaire, il a fait une sorte de jardin un peu exotique, donc elle a sa cabane d'écriture complètement décalée à Londres. Mais c'est surtout un texte qui est très très doux parce que c'est à la fois elle va raconter son quotidien, comment elle a passé sa séparation avec le père des enfants, puis comment finalement ça a été un super bien pour elle de s'être séparée. Et puis en même temps, donc il y a des trucs très très concrets. Et puis une question existentielle quoi qui débarque et qui est hyper importante. Et voilà, moi c'est comme si je me blottissais dedans en fait quand je le lis. Et puis voilà, cette rêverie tout le temps. C'est un peu comme le sous-texte en fait aussi du livre de Camille, quoi, où il y a la vie qu'on vit, puis il y a le sous-texte qui fait qu'on n'arrête pas de penser, mais qui sont pas des ruminations, quoi, qui sont aussi tout ce qu'on habite, tout ce qu'on habite dans notre tête en même temps qu'on habite dans le monde en fait. Et voilà, elle a son petit appart londonien et puis en même temps elle a... alors bon, je ne saurais pas bien le traduire, il faudrait avoir la traduction en français, mais elle a toutes ces possessions imaginaires en fait, mais qui sont réelles aussi en fait, et dans lesquelles, alors elle imagine, elle dit « Ah bah non, tiens, j'avais mis une fontaine, mais en fait non, je vais plutôt mettre une rivière avec un petit bateau accroché. » Puis d'un coup, elle commence à imaginer que dans le bateau, la petite barque accrochée, il y a des moufles que des gens ont oubliées. Puis elle a un meilleur ami, mais qui est un peu bêta. Mais il lui dit, ouais, de toute façon, ta maison imaginaire, il n'y a personne dedans. Il n'y a que des pièces vides. Et du coup, elle dit, bah non, enfin, c'est pas vrai. Et donc, c'est un livre qui est à la fois très doux, très drôle. Et puis super. Et quand j'ai déjà parlé tout à l'heure de Marie Richeux, mais c'est aussi, voilà, pour dire que ces textes dans lesquels j'aime bien vivre, ils sont reliés à d'autres, en fait. Et c'est, encore une fois, c'est cette idée du filet, enfin, des liens tout le temps. Ouais, la filiation, les familles, quoi. Et il y a un site enfin, comment on dit, un journal en ligne qui s'appelle AOC. Et dans AOC, c'est Marie Richeux qui a fait la critique de État des lieux, du coup. Et Marie Richeux, il se trouve que, voilà, je le disais tout à l'heure, je venais de lire son livre Sage-femme. Et je me suis dit, oui, c'est pas étonnant que ça soit elle qui fasse la critique de ce livre-là. Et j'avais déjà lu les deux précédents tomes de l'autobiographie de Deborah Levy.
Mais je m'étais dit, bon, je vais attendre de rentrer en France pour acheter État des lieux. Puis, parce que j'ai lu la critique de Marie Richeux sur AOC, ça m'a donné envie vraiment de le lire de façon immédiate, en fait. Et c'est pour ça, voilà, je me suis dit, bah, tiens, en plus, tu es ici, tu vas le lire en anglais, ça sera aussi bien. En plus, c'est un anglais que j'arrive à lire. Alors, je regarde les mots dans le dictionnaire, mais voilà, c'est pas du tout un anglais compliqué, quoi, enfin, qui demande un effort. Et peut-être que parce que je le lis en anglais, ça me fait aussi un peu l'effet de la lecture du livre de Camille où je suis obligée d'aller lentement. Alors que parfois, je sais que des fois, je suis emmenée dans ma lecture comme un cheval au galop parce que je veux savoir la fin, et puis j'avance. Et là, ça m'oblige à aller lentement parce que, bah oui, lire dans une autre langue, c'est quand même plus fatigant. Je peux pas faire comme si, je sais pas, des fois, quand on lit dans sa langue, on lit un peu automatiquement, puis on se rend pas compte qu'en fait, on pense à autre chose, et puis on arrive à la fin de la page, et puis on se dit, mais je n'ai rien compris à ça. Ouais, t'as lu quoi en fait voilà. Et là tu peux pas en fait parce que t'arrives à la fin de la phrase, t'as pas l'impression qu'il y a eu un. Ah oui, très concrètement, tu comprends rien parce que enfin voilà, je suis pas assez bonne en anglais pour que ça fasse une traduction automatique dans ma tête. Et du coup, ça m'oblige à lire lentement. Du coup, j'ai pas envie de finir en fait parce que j'y suis bien dans ce livre en fait. Et voilà. Et elle emploie souvent la métaphore du nid, nest. Et je me dis, bah oui, en fait, c'est mon petit nid. Voilà, c'est mon petit nid dans ce moment. Donc, voilà, je ne vivrai pas toujours dans ce livre-là, mais pour l'instant, j'y vis. Et c'est un livre dans lequel j'aime bien vivre. Voilà, c'est doux et encore une fois, c'est toutes ces filiations. Il y avait un livre que j'avais beaucoup aimé sur cette histoire des filiations, qui est un livre écrit par Diane Meur, qui s'appelle La carte des Mendelssohn, et donc où elle fait une grande enquête. Donc c'était au moment où je lisais plein de livres d'enquête parce que j'avais besoin de modèles et de guides en fait. Et elle fait, et d'ailleurs j'en reparlerai après, mais donc la carte des Mendelssohn, c'est la famille Mendelssohn, Félix Mendelssohn, Abraham Mendelssohn et Moses Mendelssohn. Et donc elle dit, bon je vais me tromper dans la généalogie, mais il y a Félix, c'est le compositeur, il est connu. Il y en a un, c'est le philosophe, il est connu, le grand-père. Et puis celui du milieu, donc je ne sais plus si c'est Moses ou Abraham, celui du milieu, en fait c'est le fils du philosophe et c'est le père du compositeur. Et en fait elle dit, je vais essayer de retrouver sa vie. Puis elle se rend compte comment de faire sa vie, c'est un truc... elle dit à la fin, et ça reviendra un peu à ce qu'on disait déjà sur les trous, etc. Elle dit, il y a plein de choses que je n'ai pas trouvées, mais... Ça a été un filet avec lequel j'ai ramené plein de gens en fait. Et j'ai peut-être pas trouvé des choses sur Moses, mais j'ai trouvé des choses sur, enfin j'invente, mais c'est juste pour donner l'idée, sur cette vieille dame qui m'a permis d'ouvrir les archives. Et elle dit, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est toutes les personnes que ça a ramené dans le filet que j'ai lancé. Et pour moi, voilà, c'est vraiment cette même idée de vivre dans ces livres qui communiquent les uns avec les autres. Et ça te fait des passerelles. Tu peux aller dans le livre de Déborah Lévy. Après, du coup, tu vas dans le livre de Marie Richeux. Après, comme c'est Sabine Vespizer et que le livre dont je viens de parler, La carte des Mendelssohn, c'est Sabine Vespizer aussi, l'éditrice, tu vas faire un petit tour dans le livre de Diane Meur. Et puis après, Carte des Mendelssohn, tu peux aller dans les livres de Daniel Mendelssohn, dont je vais parler après. Et puis après, de Daniel Mendelssohn, tu peux aller dans le livre de Modiano, Dora Bruder, et puis tu peux te promener comme ça. Donc finalement, tu vis pas dans un livre, tu vis dans une carte, une carte, voilà, dans une carte mentale de lecture, et tout ça, c'est ta petite famille imaginaire qui t'accompagne toujours. Donc t'es jamais seul en fait. Alors, quelle est ta carte blanche? C'est Daniel Mendelssohn en fait. Voilà. Donc c'était en plus j'avais pas du tout. C'est en parlant qu'on parle, mais qu'on trouve les liens, mais j'avais pas du tout. Mais oui, c'est Daniel Mendelssohn. Alors c'est les livres. Donc là, Daniel Mendelssohn, c'est un écrivain. Moi, j'ai découvert. Alors encore une fois, toujours par. Donc il n'a rien à voir avec la carte des Mendelssohn précédent, puisque là, on n'est pas du tout sur la famille du musicien, etc. Mais c'était dans toutes ces années de lecture intensive, de livres d'enquête. Donc je lisais aussi bien des livres d'enquête de sociologie. Donc quand je dis d'enquête, c'est sur des personnes disparues. Comment on fait une enquête sur quelqu'un en fait. Et donc j'ai lu beaucoup de livres, de micro-histoires, de choses comme ça. Et puis des livres de littérature. Et c'est vraiment intéressant comment aujourd'hui on a un peu cette passion de l'enquête aussi bien en littérature qu'en sciences sociales en fait. Et je pense à un livre de Laurent Demans qui parle de ça, qui s'appelle Le nouvel âge de l'enquête, et qui parle de tout ce mouvement en littérature contemporaine autour de l'enquête et comment les frontières s'y établies entre littérature et sciences sociales,
Alors bien évidemment, elles existent encore et il ne s'agit pas de dire que l'un est l'autre et l'autre est l'un, mais il y a plein d'endroits où il y a du dialogue en fait très fort. Et donc Daniel Mandelson, moi j'avais fait, là aussi on va revenir sur les réseaux, mais quand j'étais un peu à chercher des façons de faire cette enquête sur ma mère qui est morte quand j'étais toute jeunette là, à un moment j'ai lancé sur Facebook une sorte de bouteille à la mer en disant... je suis sur un projet d'enquête sur une personne disparue. Est-ce que vous pourriez me donner des idées? Et ça, c'était une idée que j'avais prise dans un livre de Vinciane Després. Où pareil, elle raconte qu'elle est en train de travailler sur la mort. Et puis, elle raconte que plein de gens lui conseillent des séries, des livres. Et que ça aussi, ça fait partie de son enquête. C'est tout ce qu'on lui dit et tout ce qu'elle lit et tout ce qu'elle regarde. Et qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans son livre final, mais que ça fait partie de tout ça. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire pareil. Et donc j'ai envoyé un mail et quelqu'un m'a dit, tu devrais lire Les Disparus de Daniel Mandelson. Donc en anglais, c'est The Lost. Et donc ça a été un choc. Alors bien évidemment pour ce qu'il raconte, hein, puisque voilà, si je résume très rapidement, il raconte, il est new-yorkais parce que son grand-père a émigré aux États-Unis juste avant. Donc son grand-père était d'un village d'Europe de l'Est. Alors je vais me tromper entre Ukraine, Pologne, etc. Enfin, en plus, village ayant changé de pays, je ne sais pas comment dire, au gré de tous ces drames historiques. Et donc le grand-père, voyant ce qui est en train de se passer contre les Juifs, émigre en fait. Avant l'arrivée, la prise de pouvoir des nazis. Et le grand-oncle, lui, pense qu'il va être protégé parce que c'est un commerçant, il est riche, etc. Et lui, il décide de ne pas partir. Et en fait, Daniel Mandelson, devenu adulte, se rend compte qu'il y a un manque dans cette famille. Enfin, on ne parle jamais du grand-oncle. Et qu'il se rappelle que, voilà, de grand-tante, donc, qui était à New York, qui, quand il était petit et qu'elle le voyait, elle se mettait à pleurer en disant mais qu'est-ce qui ressemble à Oncle Schmiel, etc. Et donc il s'aperçoit que oui, il y a des disparus en fait. Et donc ces 6 disparus, c'est donc le grand-oncle, sa femme, la grande-tante, et puis ils avaient 4 filles. Et donc il se dit je vais faire une enquête, donc il part avec son frère si je me souviens bien, et donc à la fois il y a cette enquête et il va bien évidemment, enfin voilà, découvrir les choses, voilà, la Shoah quoi, l'horreur. Et donc, voilà, déjà, il y a tout ce truc-là, oui, là encore, de mettre les mots quoi, sur ce qui s'est passé et qu'on pense ça, on pense qu'on sait, et en fait, et quand on le lit, quoi, quand on lit, du coup, il trouve... C'est un peu comme fait Jablonka sur Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu. Sauf que moi, Mandelson, ça m'a encore plus bouleversée parce qu'il y a aussi c'est paru avant le livre de Jablonka et il y a cette histoire aussi d'une enquête en fait de la personne qui se lance dans l'enquête et moi ça m'a aidée et ça m'a bouleversée parce qu'il raconte comment par exemple les premiers entretiens, les premières personnes qu'il rencontre, ne serait-ce que la première personne dit ah oui je les connaissais. Et il a envie de pleurer, il se dit, mais c'est incroyable, ça y est, je rencontre des gens qui les ont connus, etc. Et au bout d'un moment, quand quelqu'un lui dit, oui, je les connaissais, bon, j'ai pas trop grand-chose à vous dire de plus que ça, il est en colère contre les gens. Et il dit, mais faut pas oublier qu'on part de rien, quoi. Il partait de rien. Mais comment on s'habitue? En fait, on s'habitue que quelqu'un vous dise, ah bah oui, ils étaient sympas, ils étaient gentils. Puis les gens, ils peuvent pas dire plus qu'autre chose souvent parce que c'est des gens qu'ils ont croisés, etc. Et donc, voilà, qu'est-ce que tu cherches quand tu fais une enquête, en fait? Et en plus, dans son livre, là aussi, il y a tout un réseau parce que du coup, il relit la Bible. C'est un littéraire, hein, Daniel Mandelson. Je crois que c'est un spécialiste de lettres classiques, si je me trompe pas. Il est prof ici, hein, dans l'État de New York, au Bard College. Et ouais, c'est un livre qui, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Alors, bien évidemment, quand je dis c'est un chef-d'œuvre, il y a sans doute... Enfin, voilà, il y a plein d'imperfections. Il y a des moments où on se dit, oh, là, c'est un peu long. Mais pour moi, c'est un livre-monde, en fait, parce que... pas juste de ce que ça raconte et de comment, en parlant des 6, il parle de tous ceux qui ont été... et voilà, il le dit, oui, j'ai rien su sur une des petites filles qui a été sans doute tuée avant même d'être mise dans un wagon, massacrée. Et il dit, j'ai rien su sur elle, mais voilà ce que j'ai su sur d'autres qui, ce jour-là, en fait, ont été massacrés.
Je ne sais pas si l'oncle Schmil était dans ce wagon, mais voilà ce que je sais sur les autres qui y étaient. Donc voilà, ce truc-là aussi de toujours articulation entre l'individuel et le collectif. Tu vois, quand tu me disais tout à l'heure la rencontre d'un individu, puis finalement c'est un collectif aussi. Voilà, il y a ce travail-là qui est toujours... et puis voilà, des questions hyper importantes sur qu'est-ce que c'est que faire ce travail-là. À un moment, il dit, mais moi j'arrive avec mes questions parce que j'ai mon objectif qui est d'écrire mon bouquin. Mais ces gens-là, et puis il va les poursuivre, entre guillemets, tu vois, il va aller les chercher, il va en retrouver dans le village, alors pas des juifs forcément, mais tu vois, des gens qui les ont connus. Puis après, les autres juifs du village, il y en a qui retrouvent en Israël, il y en a qui retrouvent aux États-Unis, etc. Et il dit, mais ces gens, quand je leur pose des questions sur qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, est-ce que vous les connaissiez, etc., il dit, soit je les oblige à se remémorer des choses horribles qu'ils ont voulu oublier, soit je les oblige à se remémorer, donc soit des choses horribles qu'ils ont vues, soit peut-être des choses horribles qu'ils ont faites, mais parce qu'il fallait juste sauver sa peau, quoi, tu vois. Et c'est bouleversant sur... voilà, encore une fois, qu'est-ce que c'est que faire une enquête? Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives et que tu poses des questions aux gens et que les gens, ils n'ont rien demandé, en fait, tu vois. Et voilà, moi, j'ai trouvé ça mais magnifique. Et du coup, après, j'ai lu ces autres livres. Il y a un premier livre voilà, où pareil, il parle d'une jeune fille, d'une jeune femme enterrée, dont on n'a pas... pareil aussi, une jeune femme un peu fantôme de l'histoire de sa famille, mais... Voilà, c'est beaucoup moins fouillé, bien sûr, que Les Disparus, mais c'est très fort. Après, il y a un livre qu'il a fait après qui s'appelle L'Odyssée, où il emmène son père, qui est un peu à la fin de sa vie, il emmène son père sur les traces de l'Odyssée d'Ulysse. Et donc, c'est l'Odyssée, un père, un fils, une vie, enfin, je ne sais plus comment ça c'est. Et c'est refaire l'Odyssée avec ton père, et là aussi ça mélange l'histoire de sa vie, l'histoire du père, l'histoire, tu vois, l'histoire d'Homère, enfin l'Odyssée d'Homère. Et puis le dernier, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, Les 3 anneaux de Saturne, je crois. J'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans, et je pense que c'est un livre qu'il faut que je relise, mais c'est aussi des liens, les coïncidences, les liens entre... il raconte qu'après Les Disparus, il doit reconnaître qu'il a fait une sacrée dépression. Comment tu passes à autre chose quand tu as vécu un truc comme ça, quoi. Quand tu as fait un truc comme ça, comment tu passes à autre chose? Et voilà, tout le livre, c'est autour de l'exil. Donc, c'est des personnes qui se croisent à des endroits. Et puis, voilà, il y en a un, c'est Sebald. L'autre, là aussi, c'est vraiment sur des liens. Puis, bon, avec une culture encyclopédique qu'il a. Et cette faculté d'actualiser tout ça, et que tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il connaît, ça devient des aides pour tisser des liens entre des gens qui sont passés à des endroits, des coïncidences, mais c'est jamais gratuit. Tu te dis, à chaque fois, tu te dis, waouh, c'est dingue, tu vois, waouh, c'est dingue. Et tout ça, ça fait son texte, quoi. Voilà, à un moment, il dit que l'inflexion qui fait qu'il comprend tout à ce qu'il doit faire, c'est qu'il s'est trompé. À un moment, il comprend que ce qui est important, c'est pas de comprendre comment ces gens sont morts, mais comment ils ont vécu, en fait. Et pour lui, c'est l'inflexion, c'est le truc qui retourne le livre, parce que c'est pas... alors, comment ils sont morts? Est-ce qu'ils ont pris ce wagon? Est-ce qu'ils ont pris... est-ce qu'ils ont été... est-ce qu'ils étaient tous dans le wagon? Est-ce que la jeune fille, elle n'a pas plutôt été tuée à l'Aktionen? Et il dit non, c'est pas ça, en fait. C'est comment ils ont vécu. Et il a des questions aussi sur... j'ai fait 900 pages, mais jamais... Et ça, il le dit, Laurent Demans, quand il fait son livre sur le nouvel âge de l'enquête. Il dit... en fait, son dernier chapitre, c'est sur l'impossibilité de ces livres d'enquête de finir. Parce que c'est comme je disais tout à l'heure sur les trous, tu combles jamais tout, quoi. Donc, voilà, à la fin, tu es toujours déçu. Et là, c'est marrant parce que le dernier cours que j'ai fait là, avec les étudiants et étudiantes de l'IFS, on travaillait sur un chapitre de Jablonka, et à la fin, il dit à quoi ça a servi, quoi. J'ai pas réussi. Et moi, quand j'avais fait l'enquête sur ma mère, je me disais j'ai pas sa voix, et j'ai jamais trouvé sa meilleure amie. Il y a des trucs, je sais pas si c'est vrai, j'ai que des images. Et donc il y a ce moment de se dire, mais à quoi ça sert? J'ai pas réussi. Et puis de se dire, non, mais c'est ça une vie. De toute façon, une vie humaine, tu peux bien évidemment, et quand bien même on transcrirait tout ce qui se passe chaque seconde d'une vie humaine, est-ce que c'est ça qui dit une vie humaine, quoi? Non, tu vois, donc
Donc voilà, son enquête, ils le disent, elle est vouée à l'échec du départ, mais c'est une sacrée réussite, quoi. Enfin voilà, c'est parce que ça te donne plein de pistes, parce que ça t'aide, parce que ça te fait réfléchir. Et encore une fois, pas que sur ce qu'il raconte, quoi, mais déjà, ça serait que sur ce qu'il raconterait, bien évidemment que c'est nécessaire, et toujours, quoi, avec le temps qui passe, et puis ce qui se passe en France aujourd'hui, bien évidemment que c'est nécessaire, mais même de façon beaucoup plus large, quoi, sur qu'est-ce que tu fais, encore une fois, qu'est-ce que tu fais de l'art, qu'est-ce que tu fais de la littérature, en quoi la lecture de la Bible, de Homère, de Sebald, etc., bah, ça t'aide à toi... Enfin, voilà, finalement, j'ai dit toujours la même chose, quoi. J'ai l'impression que j'ai dit la même chose sur chaque question que tu as posée sur ce truc de ces livres qui sont des prises pour que toi, après, tu réfléchisses, ouais. tu fasses, et que tout ça se relie, quoi. Et le compte de Twitter de Daniel Mendelsohn, il est super aussi. Là, pour le coup, il explique vraiment, enfin, il plonge dans ses textes, il y a sa passion pour les textes. Et pour ça, Twitter, c'est étonnant, hein, comme fenêtre ouverte aussi sur des gens desquels avant on était complètement séparés, quoi. Parce que moi, il y a un truc très troublant pour moi quand je vois le compte Twitter de Daniel Mendelsohn, que j'admire, et qui raconte des trucs sur sa vie, qu'il va voir sa mère, que tu vois ses lectures. Je me dis, mais... Oh, ou de, voilà, Lucie Azéma, dont on parlait tout à l'heure, sur, ah bah tiens, j'ai bu un thé, bah voilà. Enfin, quand je dis j'ai bu un thé, elle ne dit pas ça pour dire qu'elle a bu un thé, mais elle montre son verre de thé qui vient de tel endroit. Et puis, ah bah, est-ce que vous savez qu'en persan, voilà... Et c'est quand même des trucs incroyables. Enfin, je veux dire, ces réseaux sociaux... C'est une autre façon de faire lien. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, tu as tout à fait raison. Et voilà, moi je trouve que c'est des fenêtres ouvertes qui sont incroyables. Enfin, des fils, encore une fois, effectivement. Et d'ailleurs, on dit fil Twitter aussi. Hein, c'est marrant, comme on a toujours la métaphore, voilà, de la broderie, de la dentelle, de tout ça. Merci beaucoup. Bah merci, merci à toi. Dans un tweet du 27 mai 2018, Lucie Azéma partage cette petite perle linguistique. Une façon très fréquente de dire merci en persan est d'utiliser la formule Daste shoma dard nakone, ce qui signifie littéralement que ta main n'ait pas de douleur. Et c'est ce que je vous souhaite aussi alors que l'année touche à sa fin, avoir de temps en temps malgré tout la main assez légère pour tisser un peu de dentelle autour des trous, autour du vide, autour de la nuit qui s'éternise, et peut-être même trouver la force, comme Brigitte Fontaine, de vous faire un déshabillé de soie pour aller le plus confortablement possible jusqu'au bout de l'hiver. Prenez soin de vous, écoutez Brigitte Fontaine, lisez Lucie Azéma ou le dernier livre de mon invité d'aujourd'hui, Christine Détraize, intitulé Nos mères, Huguette, Christiane et tant d'autres, une histoire de l'émancipation féminine, coécrit avec Karine Bastide et paru en 2020 à La Découverte. Quand je ne dis rien, je pense encore de Camille Redman Prudhomme est paru en 2021 chez Loi de Cravant. The Fools Who Dream, interprété par Emma Stone, composé par Justin Hurwitz et écrit par Ben Spazek et Justin Paul, est extrait de la bande originale de La La Land de Damien Chazelle, bande originale parue chez Interscope en 2016. La chanson Les gens qui doutent a été écrite, composée et interprétée par Anne Sylvestre, et elle est extraite de son album Comment je m'appelle, paru en 1974 sous son propre label Anne Sylvestre. Le monde s'est dédoublé est une chanson écrite, composée et interprétée par Clara Isé, extraite de l'EP du même nom, paru sous le label Tomboy Lab en 2019. Les femmes sont aussi du voyage, l'émancipation par le départ de Lucie Azéma, est paru chez Flammarion en 2021. Real Estate, A Living Autobiography de Deborah Levy, est paru chez Bloomsbury en 2021. The Lost, A Search for Six of 6 Million de Daniel Mendelsohn est paru en 2006 chez HarperCollins. Voilà les textes que mon invité a choisis, mais bien d'autres œuvres sont apparues au fil de la conversation, dont vous trouverez toutes les références en description de l'épisode. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Ségard, illustré par Pauline Le Serre, et dont la musique a été empruntée à John H. Loverkind. Et merci à Léla d'avoir prononcé correctement cette expression persane qui me permet de réitérer mon vœu de fin d'année, que vos mains n'aient pas de douleur. À bientôt.